en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Bristol de Jean Echenoz, paru aux éditions de Minuit en 2025. Bristol de Jean Echenoz s'ouvre sur une scène intrigante. Un inconnu dégringole du 5e étage d'un immeuble parisien. C'est le point de départ d'une série de péripéties aussi cocasses qu'imprévisibles. Au centre de ce tourbillon narratif, Robert Bristol, réalisateur, s'apprête à adapter un best-seller au cœur de l'Afrique australe. De Paris à Bobonong, en passant par Nevers, Echenoz entraîne le lecteur dans un périple empreint d'humour et d'élégance, peuplé de personnages excentriques. Le roman oscille entre vaudeville, comédie et mystère, mêlant aventure, amour contrarié et rebondissements inattendus, avec la précision stylistique et l'esprit décalé qui caractérisent l'auteur depuis plus de 40 ans. 9. Si la rue des Eaux n'est pas longue, elle n'est pas bien large non plus. S'ouvrant perpendiculairement à la Seine sur un quai de sa rive droite, on dirait que cette voie se ferme en cul-de-sac sur un square, mais ce n'est qu'une apparence. Un long escalier serré la prolonge en réalité jusqu'à la rue Raynouard, 63 mètres et 110 marches plus haut. En contrebas, l'entrée de la rue des Eaux consiste en 2 suites d'immeubles haussmanniens parallèles, presque identiques, et qui se font étroitement face en miroir. Au-dessus de leur rez-de-chaussée au ventre plat, surplombant des entresols renfoncés, les balcons de leurs étages s'avancent en perspective tels des poitrines de femmes alignées, corsages impérieux ou cache-cœurs impavides, ou bustiers arrogants comme on veut. Puis cette aimable symétrie est rompue sur la droite par une résidence plus récente protégée par des magnolias, des troènes et des ifs. Après qu'Émile Zola s'est servi de cette rue comme décor d'un de ses livres, en 1879, puis, 120 ans plus tard, Roberto Bolaño, dans quelques-uns des siens, après que des cinéastes aussi divers que Bernardo Bertolucci, Jacques Rivette, Georges Lautner ou Chantal Akerman y ont tourné des séquences de leurs films, Robert Bristol est venu s'y installer, et le voici maintenant, retour de son expédition en Bourgogne, qui rejoint son domicile au 4e étage. Bristol n'est pas moins préoccupé qu'il ne l'était hier. Certes, ses projets ont plutôt mieux avancé que prévu. Après que Marjorie Desmarais a donné son accord sur les dialogues, son financement inespéré tombe à pic. Cependant, la figure imposée de cette Céleste pose un problème, même si celui du choix entre Nadia Sinclair et Audrey Pujol se trouve par là même résolu. Problème, car si celle-ci, bien que n'ayant pas encore accédé au statut de star, était au moins des valeurs à peu près sûres, la dénommée Céleste Aupen ne l'est nullement. Soucieux, donc aussi distrait que la veille, Bristol doit l'être au point qu'une fois entré dans son immeuble, il presse dans l'ascenseur le bouton marqué 5 au lieu de 4. Parvenu au 5e, constatant son erreur, il s'apprête à rejoindre son étage au-dessous par l'escalier, mais, devant un phénomène imprévu, s'arrête. Scène de crime ou d'après-crime, ou quelque chose comme ça, fixée de part et d'autre d'une des portes palières, 2 scellés judiciaires en matière cireuse rouge sont réglementairement reliés par un cordon. Ou plutôt devraient l'être, car les moitiés de ce cordon, rompu, pendent à gauche et à droite de la porte entr'ouverte. Bristol pose son bagage sur le seuil, pousse cette porte et se risque à l'intérieur. Grand appartement vide et silencieux, traces de déménagement récent, fragments de cartons d'emballage, lambeaux d'adhésifs et de films bulles, bouts de ficelles et vieux journaux en boule, lames de cutter oubliées contre une plainte. Quelques rectangles pâles, aux murs, font état de tableaux évacués. Aucun meuble, sinon,
près d'une fenêtre grande ouverte, une chaise dépaillée sur laquelle des vêtements ont été soigneusement pliés, pantalons, chemises, vestes et manteaux, cravates, le tout dans un éventail de gris, chaussettes à rayures cependant et caleçons à carreaux, souliers alignés entre deux pieds de la chaise, chapeau abandonné de travers sur son dossier. Comme un ouvrant de la fenêtre bat désagréablement, Bristol, en allant la fermer, manque de fouler une plume décorative virevoltant sous le courant d'air. Il la ramasse et l'examine, qui pourrait provenir d'un canard, d'un coq ou d'un faisan peut-être, en tout cas de ce chapeau sans doute, quand un bruit de froissement derrière lui, de murmure ou de frôlement le fait revenir vers l'entrée. Personne sur le palier. Un rythme assourdi de pas légers décroît dans l'escalier, une porte claque quelques étages plus bas, puis le silence se rétablit. Rentré chez lui, Bristol vide son bagage avant de saisir son téléphone. « Je suis épuisé, Jessica. Ce petit voyage m'a crevé. Trop fatigué pour venir au bureau, mais ça va, les nouvelles sont bonnes. Rien à signaler depuis mon départ ? La production a appelé hier soir, fait savoir Jessica. Et puis Audrey Pujol ce matin, 3 fois. Bon, dit Bristol, je les rappellerai. Il aura beau se faire ensuite un café, déballer ses affaires, brancher l'ordinateur et jeter un coup d'œil à sa messagerie avant de l'éteindre, l'image ne le quitte pas de cet appartement vide aux scellés brisés. Or seul Michel Severensen, toujours au courant de ce qui concerne l'immeuble, pourrait sans doute expliquer cette affaire. Descendons à l'étage au-dessous. Le son d'une radio s'infiltre faiblement par la porte de l'ancienne actrice. Mais à peine Bristol a-t-il sonné qu'il s'interrompt brusquement. Bristol attend un peu, sonne encore mais en vain. Remontons chez lui. Une fois rallumé l'ordinateur, il va taper le nom de Céleste Open sur le clavier mais n'y recueillera guère d'informations. À ceci près qu'avant de jouer dans La Sirène de Vladivostok, la dite Céleste semble avoir commencé sa carrière en contribuant à des films plus légers, dont l'un s'intitule Chair de poule. Bristol va s'empresser de chercher cet opus sur la toile, peinera à le dénicher sur un obscur site payant et, quand il l'aura trouvé, paiera. Hélas, ces chairs de poule qui nous avaient tout l'air à première vue d'être une sorte de petit porno soft, de quoi passer un moment, ne sont même pas un petit porno soft, et l'on n'y aperçoit que furtivement Céleste, incarnant une guichetière à la gare de Meudon. Laissons tomber. Occupons-nous plutôt du téléphone. N'ayant pas le cran de prévenir directement Nadia Sinclair, et moins encore Audrey Pujol, Bristol préfère informer leurs agents respectifs que nos cœurs au purgatoire va devoir se faire sans elle. « Ah, nous sommes désolés » chantent en chœur les agents. « Une autre fois, peut-être. »« Certainement » les rassure Bristol avant d'appeler la production. « Comment vas-tu » entonne la production. « Les nouvelles sont bonnes » déclare encore Bristol avant d'énoncer la proposition chiffrée de Marjorie Desmarais. « Ah, mais je suis enchanté » claironne la production. « Voilà qui change tout. Parce qu'économiquement, j'allais être un peu juste, tu vois, pour cette histoire d'Afrique. »« Oui, dit Bristol, mais il y a une contrepartie côté casting. On va devoir renoncer à Sinclair et Pujol. » Comme il expose alors le choix de Marjorie, « Pas grave du tout. La petite Open, fredonne la production, je vois très bien qui c'est. Pas cher. Beaucoup moins cher que les deux autres. Donc, pour l'Afrique, s'inquiète Bristol, on va pouvoir y aller ? Mais pourquoi pas, sifflote la production. Je vais tout de suite voir pour les billets. Bon, dit Bristol. Alors on commence quand ? 10. On est en avion. Bon, ce n'est pas un gros avion, plutôt le genre d'Airbus bas de gamme, conçu pour transporter 100 touristes à budget modéré. Il est d'ailleurs ce jour en deçà de son taux de remplissage. Robert Bristol et Geneviève Damet occupent 2 fauteuils appareillés près d'un hublot, au fond à droite dans le sens du vol. Séparés d'eux par le couloir étroit où va-et-vient l'unique hôtesse, le premier assistant, Fred Barabino, sommeille sur son siège et quant à la petite blonde frêle sous verre fumé, seule à l'avant gauche de la cabine, elle n'est autre que Céleste Open, en train de lire un roman de Georges Bernanos. Alors que Bristol étudie le plan de travail pour les jours à venir, Geneviève a coiffé ses écouteurs qui diffusent du Jennifer Lopez, du Kylie Minogue, du Linda Ronstadt et ce genre de choses, tout en feuilletant le périodique promotionnel corné de la compagnie aérienne.
Sur la tablette abattue devant elle reposent des emballages vides de boissons énergisantes, bulleuses et de biscuits vitaminés dont Geneviève fait une consommation immodérée. Elle a bien changé depuis l'autre jour. Vêtements, coiffure, maquillage. On dirait même qu'elle a grandi, mais ce doit être ses jambes qui font cet effet. On les négligeait sous son tailleur pantalon chez Marjorie Desmarais. Elle les exhibe à présent en toute liberté. Son statut de deuxième assistante en charge des comptes, imposé par Bristol à la production, lui permettant des licences inconcevables en Bourgogne. Levant les yeux de son magazine, elle se tourne vers lui. « Et Pasternak, tu as des nouvelles ?»« Déjà sur place avec les techniciens, répond Bristol sans lever le nez de son planning, soi-disant qu'il veut s'imprégner de l'ambiance locale avant de tourner. « Et la petite ? Tu en es vraiment sûr ?» insinue Geneviève en désignant Céleste Open, assise au bout de l'appareil. « Je ne sais pas encore trop, dit Bristol. On va tâcher de faire avec. Ça m'agace toujours un peu, fait savoir Geneviève, les filles qui mettent des lunettes noires quand on n'en a pas besoin. De fait, il y a beaucoup de lumière dans la cabine où le soleil, par les hublots, projette ses faisceaux cylindriques. De l'extérieur, on aperçut depuis des heures qu'un ciel uniformément bleu très soutenu, marine ou cobalt selon les goûts, en tout cas dépourvu du moindre nuage. Le vol s'est déroulé dans le calme à quelques trous d'air près qui, déclenchant un ascenseur abdominal express dans le péritoine de Geneviève, ont fait se tétaniser tout son corps sur son siège, sa main crispée se posant sur l'avant-bras de Bristol. Il l'a tranquillisée en jetant un regard soucieux vers le sac vomitoire coincé sous la tablette, à côté des consignes de sécurité. Quand l'Airbus commence à basculer pour amorcer l'atterrissage, Bristol voit s'étendre sous lui de vastes paysages vides et nus, dans toute la gamme des ocres et sur lesquels des lits de cours d'eau secs dessinent d'interminables ramifications, telles ces arborescences de terminaisons nerveuses qu'on voit dans les manuels d'anatomie, sur les planches consacrées aux coupes histologiques. Ce serait un beau spectacle sur lequel s'attarder, mais lorsque l'appareil plonge brutalement vers le sol, sans respecter le moindre palier de décompression, on s'en détourne vite pour boucher ses oreilles en grimaçant tout en tâchant d'avaler sa salive. Une fois l'avion posé, non sans rebond ni soubresaut, les passagers se lèvent en se malaxant le bas du dos puis se déplient douloureusement pour extraire des caissons leurs bagages à main. Bristol enfile sa veste et l'on patiente en file indienne en attendant que s'ouvre la porte auprès de laquelle, sourire au garde-à-vous, se tient l'hôtesse. Une fois sur la passerelle et avant de la descendre, Bristol veut prendre une pause pour respirer d'abord l'atmosphère ambiante. On est en Afrique. On y est et l'air est si brûlant qu'il n'est plus vraiment de l'air. C'est une matière solide, aussi compacte qu'un pudding, quoique différemment incomestible, mais qu'on aura tout autant de mal à déglutir. Bristol ôte sa veste et la jette sur son épaule où, alourdie par la sueur instantanée, elle pèse déjà le triple de son poids. Déséquilibré par sa valise et se tenant à la rampe, il sent mollir ses jambes engourdies en descendant les marches à picots métalliques antidérapants. Geneviève le suit de près, qui paraît insensible à l'étuve, puis apparaît Céleste Open, prudemment soutenue par Fred Barapino. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.